5 magiciens furent envoyés en terre du milieu. 2 d'entre eux disparurent à l'est et ne revinrent jamais. Ils ne livrèrent aucune grande bataille, ils restèrent dans l'ombre de l'histoire. Et pourtant, ils auraient peut-être changé le cours du monde. Alors, pourquoi Tolkien a-t-il créé les magiciens bleus s'il a si peu raconté leurs histoires? Et n'est qu'un mogo. Si vous souhaitez explorer les mystères de la Terre du Milieu, rejoignez la communauté. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et découvrez les histoires inachevées. Pour comprendre l'existence des mages bleus, il faut d'abord comprendre ce que furent réellement les mages de la Terre du Milieu, car ils n'étaient pas ce qu'ils paraissaient être au premier abord. Gandalf, Saruman, Radagast, ils semblaient être de vieux hommes, fragiles, errants, appuyés sur leurs bâtons. Mais cette apparence n'était qu'une façade. En vérité, ils étaient des Istari, émissaires des Valar et plus encore. Ils étaient des Maillards appartenant au même ordre spirituel que Sauron lui-même. Ils n'avaient pas été envoyés en terre du milieu pour régner, ni pour conquérir, ni même pour combattre ouvertement. Leur mission était plus subtile et plus périlleuse. Après le retour de Sauron au troisième âge, les Valar comprirent que la terre du milieu était de nouveau menacée de sombrer dans les ténèbres. Mais ils avaient tiré les leçons du passé. L'intervention directe avait déjà blessé le monde. Cette fois, une aide viendrait. Une aide qui conseillerait, encouragerait et guiderait sans briser le libre arbitre des peuples. C'est pourquoi les Istari furent envoyés sous forme humaine, mortels, limités dans leur pouvoir, susceptibles de lassitude, de doute et même d'échec. C'est précisément cette limitation qui rendit leur tâche si difficile, car un magicien pouvait montrer le chemin mais non l'imposer. Il pouvait inspirer l'espoir mais non donner d'ordre. Leur plus grande force n'était pas la puissance mais la sagesse, et leur plus grand danger l'orgueil. Saruman succomba précisément à cela. Mais dès le début, Tolkien avait prévu non pas 1 ni 3, mais 5 Istari. 2 d'entre eux portaient des robes blanches et grises et devinrent célèbres. L'un portait du brun et se retira dans les forêts, et 2 partirent vers l'est. Tolkien parle rarement de cette décision, et pourtant elle est cruciale, car l'est de la terre du milieu n'était pas désert. Il y vivait des peuples, des royaumes, des tribus et des cultures qui avaient peu de contact avec les elfes ou Núménor. Des peuples qui avaient subi l'influence de Sauron pendant des siècles ou qui auraient facilement pu être séduits. Si tout l'Est s'était uni, la guerre de l'anneau aurait été perdue avant même de commencer. Les Valar le savaient. C'est pourquoi il ne suffisait pas d'agir uniquement à l'ouest. Les Istari étaient divisés. Tandis que Gandalf et Saruman œuvraient dans la partie connue de l'histoire, Jiquith, les mages bleus reçurent une mission différente. Aller là où aucun chant n'était entonné, là où aucune chronique n'était tenue, là où l'histoire n'était pas écrite, mais oubliée. Là encore, l'intention de Tolkien se révèle. Tout acte n'a pas besoin de témoins, toute victoire n'a pas besoin d'un nom. L'existence des mages bleus étend le monde de la Terre du Milieu au-delà des limites des livres. Elle nous rappelle que ce que nous lisons n'est qu'un fragment, et non la vérité tout entière. Et c'est précisément là que commence le véritable mystère, car si leur mission était suffisamment importante pour justifier l'envoi de 2 Istari, pourquoi Tolkien n'a-t-il pas raconté leur histoire? Les noms des mages bleus sont parmi les rares éléments que Tolkien nous a laissés à leur sujet, et même ceux-ci ne sont pas sans ambiguïté. Dans certains écrits, il les nomme Alatar et Palando. Dans d'autres, il porte les noms de Morinetar et Romstamo. Cela suffit à révéler leur position singulière. Leur identité est fluide, jamais totalement figée, comme des ombres aux confins de l'histoire. Ce qui est certain, en revanche, c'est leur destination. Tandis que Gandalf voyageait vers l'ouest et que Saruman s'attardait à Isengard, les mages bleus prirent la direction de l'est très tôt, bien au-delà des cartes connues.
vers des régions à peine mentionnées dans Le Seigneur des Anneaux, des terres au-delà du Rhône, de vastes plaines, des cités lointaines, des cultures étrangères à l'Occident. Là, l'influence de Sauron était forte, non manifeste, pas toujours visible, mais profondément enracinée. Nombreux étaient ceux qui, à l'Est, ne connaissaient d'autre ordre que celui de la peur. Pour eux, Sauron n'était pas un ennemi récurrent, il était une présence constante. Tchiadjitunj, pouvoir qui avait toujours existé. La mission des mages bleus était donc différente de celle des autres Istari. Ils n'étaient bon pas destinés à unir, mais à diviser. Non pas à régner, mais à semer le doute. Non pas à mener des armées, mais à ébranler la foi. Tolkien suggère qu'ils infiltrèrent les cultes, affaiblirent les idoles dévoyées et fomentèrent la résistance en secret. Non pas une guerre ouverte, mais une lutte acharnée contre des idéologies qui s'étaient développées au fil des générations, et c'est précisément pourquoi ils disparurent des chroniques, car l'histoire se souvient des batailles, non des murmures, non des doutes insidieux qui transforment un royaume de l'intérieur. Dans ses premiers textes, Tolkien laissait en suspens la question de l'échec des mages bleus, s'ils avaient, comme Saruman, succombé au pouvoir. Mais dans ses réflexions ultérieures, cette image changea. Il suggère alors qu'ils avaient, au moins partiellement, accompli leur mission. Sans eux, écrit-il, les peuples de l'Est auraient combattu pour Sauron en bien plus grand nombre. L'Ouest n'aurait pu résister à la puissance combinée de l'ennemi. Ceci est crucial, car cela signifie que la victoire sur Sauron ne s'est pas jouée uniquement au Gondor, au Rohan ou au Mordor, mais aussi dans des contrées dont nous ignorons le nom, dans des histoires jamais contées. Alatar et Palando n'étaient là pas des héros, aucun monument ne leur a été érigé, aucune chanson ne les commémore. Pourtant, c'était peut-être précisément leur destin, car dans l'univers de Tolkien, la véritable grandeur est souvent invisible. Elle œuvre discrètement, en coulisses, sans reconnaissance. Et parfois, la plus grande victoire réside dans le fait qu'une catastrophe ne se produise jamais. Les mages bleus n'ont pas disparu parce qu'ils étaient insignifiants. Ils ont disparu parce que leur œuvre est restée cachée, et c'est là que réside leur secret. Plus on s'intéresse aux mages bleus, plus une tendance singulière se dessine. Tolkien lui-même n'a jamais semblé vouloir apporter de réponse définitive. Dans ses premiers écrits, il laisse planer le doute quant à la fidélité d'Alatar et de Palando à leur mission. Certains indices laissent penser que, loin du regard des Valar et sans aucun lien avec l'Ouest, ils ont succombé à la tentation du pouvoir, qu'ils ont peut-être fondé leur propre doctrine, établi des cultes, ou se sont perdus dans l'immensité de l'Est. Cette possibilité est troublante, car elle montre que même les émissaires des Valar n'étaient pas à l'abri de l'échec, mais Tolkien n'était pas un auteur enclin aux réponses simplistes. Dans des textes et des lettres plus tardifs, il suggère une vérité différente, plus sereine. Il y affirme que si les mages bleus ont disparu des récits de l'Ouest, ils n'ont pas pour autant disparu de l'histoire elle-même. Ils ont peut-être œuvré contre l'influence de Sauron à l'Est, non par une confrontation ouverte, mais par l'érosion progressive de son pouvoir. Le doute plutôt que l'obéissance, la désintégration plutôt que l'unité, une résistance sans bannière. Cette version change tout, car s'ils ont réussi, c'est précisément parce que personne n'a été témoin de leur succès. Aucun chroniqueur du Gondor n'a écrit à leur sujet. Aucun elfe de Lorien n'a chanté leurs exploits. Et pourtant, des peuples entiers ont peut-être été dissuadés de servir Sauron par leurs actions. Tolkien pose ici une question cruciale. Seul ce qui est raconté compte-t-il ? L'histoire de la Terre du Milieu n'est pas un récit complet du monde, mais plutôt la tradition d'une perspective particulière, l'Ouest. Ce qui s'est passé à l'Est s'est perdu dans les brumes de la distance, non pas parce que c'était insignifiant, mais parce que cela se situait hors du champ narratif. Le silence qui entoure les Jiko, Mage Bleu, n'est donc pas un hasard. Il fait partie intégrante de la construction de cet univers. Car un monde paraît plus vaste quand tout n'est pas expliqué,
quand il existe des limites, là où les cartes s'arrêtent et où la connaissance cesse. Tolkien l'a compris mieux que la plupart des auteurs. Il a délibérément laissé des zones d'ombre pour que la Terre du Milieu ne ressemble pas à un décor de théâtre, mais à un monde réel, avec ses histoires oubliées et ses traditions contradictoires. Peut-être les mages bleus ont-ils échoué, peut-être ont-ils triomphé en secret, peut-être les deux se sont-ils produits simultanément. Et c'est précisément cette incertitude qui rend le récit si fascinant, car dans l'œuvre de Tolkien, le non-dit est souvent plus puissant que n'importe quelle explication. Il nous rappelle que toute vérité n'a pas besoin d'être exposée au grand jour pour être efficace. L'histoire des mages bleus n'est pas un récit de gloire, mais un récit de sens sans mémoire. La question du destin des mages bleus reste sans réponse définitive, et c'est là toute son importance. Tolkien ne les a pas créés comme des héros incontestables ni comme des traîtres avérés. Il les a créés comme une possibilité. S'ils ont échoué, leur histoire nous enseigne que même les meilleurs peuvent chuter. Loin de toute surveillance, loin de toute camaraderie, loin des souvenirs, même les meilleures intentions peuvent se faner. L'Est de la Terre du Milieu était vaste, étrange et dangereux, un lieu où l'espoir s'amenuise et le pouvoir devient séduisant. Pourtant, lorsqu'ils ont triomphé, ce fut d'une manière que peu ont remarquée. Tolkien suggère dans des écrits ultérieurs que sans leurs actions, des peuples entiers de l'Est auraient suivi Sauron. Leur combat n'était pas une guerre d'épée, mais une guerre de conviction. Non pas une rébellion, mais une lente érosion de la peur. Ces deux possibilités coexistent, et toutes deux sont vraies dans l'esprit de la Terre du Milieu. Car Tolkien nous montre ici que l'histoire n'est pas objective. Elle est écrite par ceux qui reviennent. Les mages bleus ne sont jamais revenus et leur histoire est donc restée inachevée. Tolkien n'avait pas besoin des mages bleus pour l'intrigue, il en avait besoin pour l'univers. Leur existence étant la Terre du Milieu au-delà des limites du récit. Elle prouve que le monde est plus vaste que ce que nous voyons, qu'il existe des événements importants même s'ils ne sont jamais racontés. Dans un monde où tout n'est pas expliqué, le familier prend de la profondeur. Les mages bleus sont une promesse au lecteur, il y a plus que ce que cette histoire montre. Ils représentent l'inconnu, l'inécrit, l'idée que l'espoir existe même là où personne ne regarde. Les mages bleus ne sont pas une lacune dans l'œuvre de Tolkien, ils sont un choix délibéré. Ils nous rappellent que tout acte n'a pas besoin de gloire pour avoir du sens, que certaines victoires sont possibles précisément parce qu'elles restent cachées. Peut-être ont-ils échoué, peut-être ont-ils sauvé l'Ouest sans jamais être nommés, et c'est peut-être précisément cette incertitude qui a conduit Tolkien à les créer. Si ce voyage au cœur des sentiers cachés de la Terre du Milieu vous a plu, restez avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et rejoignez la communauté. Toutes les histoires n'ont pas encore été racontées. À bientôt, quelque part à l'est de la Terre du Milieu,